L'autre soir, je suis allé dans un bar gay sur Christopher Street à New York, et je suis reparti en me sentant comme un morceau brisé d'une communauté gay plus large, elle-même brisée, qui ne semble pas unie. En entrant dans le bar, j'étais enthousiaste de voir une partie de bingo animée par une drag queen un dimanche soir modérément fréquenté, avec une diversité de personnes présentes. Pour moi, c'était ça New York. Le New York dont on entend toujours parler, amusant, vibrant et diversifié. Mes amis ont décidé de se tenir près d'un groupe de personnes devant la drag queen qui animait le bingo, et nous nous sommes rapidement liés d'amitié avec eux. Ce groupe, tout comme le nôtre, était composé d'un mélange de lesbiennes et d'hommes gays. Pendant que mes amis, anciens et nouveaux, jouaient au bingo avec les autres clients du bar, je suis allé aux toilettes un instant. Pendant cette pause, j'ai soudain entendu la drag queen crier dans le micro. « Je sais que vous êtes des lesbiennes et tout, mais ici c'est un bar gay », accompagné de quelques autres remarques haineuses. Quand je suis revenu vers mes amis, j'ai vu que les lesbiennes du groupe étaient clairement furieuses et déboussolées. L'une d'elles a appelé un barman pour lui demander pourquoi elles étaient la cible des propos haineux de la drag queen, alors qu'elles étaient des clientes venues juste jouer au bingo comme tout le monde. Le barman nous a regardés et a répondu « Je ne peux pas tous vous virer, mais je peux dire que vous devriez probablement partir. On ne vous servira plus ici. » Ce que je viens de vous dire, c'est l'histoire de Zach Stafford, écrivain et activiste américain, qui nous raconte son histoire dans un bar gay en compagnie de ses amies lesbiennes à New York pour le journal en ligne HuffPost. Cet article, il soulève énormément de questions qui, je trouve, sont très intéressantes et à la fois un petit peu inquiétantes et que j'aimerais bien discuter avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Les questions, en fait, que j'ai envie de me poser tout simplement, c'est pourquoi est-ce qu'en 2025, les gays et les lesbiennes semblent ne pas s'entendre et savoir former communauté, comme on a déjà pu le voir à travers l'histoire. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait face juste à autant de violence de la part des hommes gays envers une communauté qui semble faire partie de leur propre groupe, c'est-à-dire les femmes lesbiennes. Au final, la question principale qu'on va se poser ici, c'est où est passée l'alliance gay-lesbienne. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la gayologie, je m'appelle Loïs Cantu, je suis votre présentateur pour aujourd'hui, et vous êtes face juste à ma première vidéo, donc voilà, ça va être super chouette, j'ai très hâte de poster tout ça, de raconter tout ça, parce que je pense que l'alliance gay-lesbienne, c'est un sujet qui est hyper intéressant, c'est un truc dont j'ai envie de parler depuis longtemps. Donc voilà, je pense que ça va être très chouette, installez-vous bien, calmement posé dans un petit canapé, dans votre lit, ou juste dans vos écouteurs dans le métro pour aller au travail, ça va être super. Et surtout, mes amis gays, prenez note, parce qu'il y a vraiment des choses... We need to change things up. Nous sommes en France dans le contexte de la 4ème République, donc entre 1946 et 1958. On est dans une politique qui est complètement conservatrice. L'éducation, elle est encore très emprise de religion et donc la sexualité, c'est quelque chose qui est juste complètement tabou. Ce contexte politique fait qu'il y a vraiment zéro représentation de la communauté LGBT, que ce soit dans les médias ou même dans le quotidien, dans les discussions entre chacun. Et ce qui fait que du coup, les personnes LGBT sont totalement incapables de se reconnaître et de faire communauté. Donc il n'y a pas du tout de forme de militantisme encore à cette époque. Jusqu'en 1954 du coup, avec André Baudry. Alors qui est André Baudry? Donc c'est un ancien séminariste qui était également professeur de philosophie et qui en fait va se rendre compte qu'à travers certains ouvrages qui viennent de sortir en France sur le thème de la sexualité, il va un peu le considérer comme une porte ouverte pour lui pouvoir peut-être créer une forme de communauté sur la sexualité. Pour vous donner exemple, il va lire le rapport de Kinsey, du docteur Alfred Kinsey qui parle des comportements sexuels, et il va également lire le 2e siècle de Simone de Beauvoir, et ça va lui donner un petit peu un hint, une petite ouverture qui pourrait se faire sur la sexualité en France. Et c'est du coup à partir de ça qu'il va créer le groupe et la revue Arcadie en 1954. Le groupe Arcadie peut du coup être totalement considéré comme le premier groupe militant LGBT en France. Enfin, on va voir par la suite que LGBT c'est un très grand mot, mais en tout cas on peut le considérer comme une première forme de mise en communauté pour les droits LGBT. Donc comme je vous disais, à côté du groupe Arcadie, avec un rassemblement de gens, il va créer la revue Arcadie qui va faire en collaboration avec l'écrivain Roger Perfit et le poète Jean Cocteau, gay. Quel est un petit peu l'objectif politique de Arcadie et du coup de André Baudry pour faire gagner des droits à la communauté LGBT?
Eh bien, en fait, ça va être de ramener un petit peu dans une sphère publique la notion de l'homosexualité respectable. Le but de Arcadie est de revendiquer le droit à l'indifférence en tant que personne digne et raisonnable. D'ailleurs, à la place de se considérer homosexuel, il va, lui et les membres du groupe Arcadie, se considérer homophiles. En fait, le fait de changer le homosexuel par homophile, ça retire l'aspect sexuel et du coup le côté pervers de l'homosexualité à cette époque-là. Donc voilà, vraiment, il y a une espèce de but un petit peu de se fondre dans la masse. Et cette idée de se fondre dans la masse comme ça a un nom et ça s'appelle la politique d'assimilation. La politique d'assimilation, ça vise à faire en sorte qu'un groupe minoritaire devienne semblable au groupe majoritaire, souvent à travers des mesures gouvernementales et ou des pratiques sociales. C'est quelque chose qu'on a déjà vu plusieurs fois à travers l'histoire, notamment dans un cadre colonial. L'assimilation coloniale est la politique qui suppose que les peuples colonisés doivent progressivement adopter la culture et les valeurs du colonisateur afin de devenir à terme des citoyens à part entière. On voit que ça c'est le but premier de Arcadie, peut-être qu'à son époque ça avait un intérêt et peut-être qu'à une certaine époque ça a permis de faire gagner des droits pour la communauté LGBT. Maintenant, on voit bien qu'on peut vite partir vers des dérives assez inquiétantes. Parce que du coup, si on part du principe que la manière de gagner des droits en tant que personne LGBT, c'est de s'intégrer dans le groupe majoritaire, eh bien ça veut dire qu'en fait on évince juste plein d'identités queer qui ne rentrent juste pas dans ce moule, que ce soit par leur couleur de peau ou encore par leur genre. Pour vous donner un exemple très simple, on peut parler du stéréotype de la folle, qui est un terme qu'on emploie pour parler d'un homme qui serait considéré trop efféminé. Et en fait, André Baudry va considérer que c'est une forme de menace pour le groupe Arcadie et pour le gain de droit pour la communauté LGBT, puisque pour lui, il serait juste considéré comme trop voyant, trop outrageux, et que du coup, ça mènerait peut-être à des possibilités d'attirer l'attention des journaux ou de la police, et du coup, juste d'être une menace pour le gain de droit des personnes LGBT. Donc en gros c'est vraiment un problème quoi, parce qu'on voit que pour rentrer dans le moule de Arcadie et comment est-ce qu'ils veulent faire gagner des droits, il faut juste être un homme gay, cis, blanc, relativement masculin et peut-être d'une classe sociale aussi supérieure pour pouvoir espérer gagner des droits. Donc là moi je vous ai donné l'exemple des folles, parce que c'est vraiment quelque chose qui était documenté vis-à-vis du groupe Arcadie, mais forcément si on y réfléchit, ça évince également les personnes trans, les personnes LGBT qui sont également racisées, et ainsi les femmes lesbiennes. De toute façon, à cette époque, il n'y avait pas vraiment de question de lesbienne, puisque quand on parlait d'homosexualité, on le reliait quasiment exclusivement à l'homosexualité masculine. Donc, il n'y avait vraiment aucune alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes au sein du groupe Arcadie. De plus, on voit que même s'il y avait une question de considérer les femmes lesbiennes dans le groupe Arcadie, ça aurait probablement pas donné grand chose, puisque si on réfléchit à l'origine du mot Arcadie, on voit que intrinsèquement, il exclut les femmes de la question de l'homosexualité. Pour vous faire un petit récap, Arcadie, c'est le nom d'une région de la Grèce antique qui était surtout populaire et connue pour son aspect harmonieux et poétique. Et qu'est-ce qu'on sait de la Grèce antique ? Eh bien c'est qu'à cette époque-là, l'homosexualité, elle était considérée comme honorable, elle était valorisée, mais elle était justement valorisée parce qu'il y avait une absence de femmes. On voit bien du coup que quand André Baudry il décide d'appeler son groupe Arcadie, il exclut totalement la question des femmes en reprenant une esthétique qui valorisait l'homosexualité justement par l'absence de celle-ci. Donc voilà, en gros à cette époque-là, les femmes sont juste entièrement évincées de la question et donc par conséquent, il n'y avait pas du tout d'alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes. Maintenant, si on remonte un tout petit peu dans le... Enfin, un tout petit peu. Si on remonte dans le temps, on arrive dans les années 70 et c'est là qu'on arrive à voir des premières formes d'alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes. Par exemple, en 1971 est fondé à Paris le mouvement phare. Phare qui signifie Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et là, on a une première forme d'alliance puisque ce mouvement, il découle d'un rapprochement entre des féministes lesbiennes et des activistes gays. Et en vrai, c'est un peu marrant parce que si je vous le raconte un petit peu en mode gossip, les personnes qui ont créé le groupe phare, c'est des femmes lesbiennes qui étaient dans le groupe Arcadie et qui ont dit on en a marre et du coup elles se sont juste barrées. Moi, un exemple que j'aime beaucoup et que je trouve trop chouette, c'est de parler de l'essayiste et la militante féministe Françoise Daubonne qui a juste décidé de provoquer André Baudry et qui une fois pendant une réunion lui a dit vous dites que la société doit intégrer les homosexuels, moi je dis que les homosexuels doivent désintégrer la société. Ma reine en fait, merci de dire les termes. Donc voilà, franchement c'est quelque chose je pense qui méritait d'être dit, mais malheureusement c'est quelque chose que André Baudry n'a pas du tout apprécié, il a juste décidé de l'exclure. Donc voilà, Françoise Daubonne, trop chouette, meuf hyper basée, tu pars du groupe.
Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y avait plein de femmes qui étaient également dans le groupe Arcadie, qui étaient juste hyper d'accord avec ce que Françoise Daubonne elle a dit, et qui du coup ont décidé de juste quitter le groupe avec elle. Et c'est ce groupe de femmes qui ont quitté Arcadie, qui ensuite se sont rapprochés du MLF, le mouvement de libération des femmes, pour créer justement ce groupe, en invitant les hommes gays à les rejoindre. Voilà, moi en tout cas, je trouve que la création du phare en 1971, c'est quelque chose qui est assez beau. Ça va pas rester très beau longtemps, on verra par la suite qu'il y a eu des complications, mais en tout cas pour le moment on voit du coup cette première forme d'alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes, et c'est assez chouette à voir, surtout qu'on voit que c'est le groupe qui a été créé justement pour être en opposition avec les valeurs du groupe Arcadie, qui franchement, le truc de l'homosexualité respectable, je trouve ça assez nul, donc c'est super chouette que ça a été créé justement pour s'en éloigner. Il y avait vraiment une idée du coup de revendiquer une forme de colère et une forme de révolution pour gagner des droits, mais ça allait également au-delà du gain de droits pour la communauté LGBT, puisqu'il y avait vraiment une revendication de la subversion d'un état bourgeois et hétéropatriarcal. Donc franchement, le phare, great. Malheureusement, comme je vous disais tout à l'heure, ça finit pas forcément très bien, puisqu'en fait, à travers le temps, va juste commencer à y avoir beaucoup plus d'hommes gays que de femmes lesbiennes, et forcément ça va mener du coup à une perte d'importance des questions féministes lesbiennes, et cette sorte de majorité qui va se créer d'hommes gays comparés aux femmes lesbiennes, ça va forcément créer un déséquilibre et un peu perdre ses valeurs de base dont le but était vraiment de créer une alliance et se battre ensemble quoi. Donc ça c'est déjà un premier point qui va faire que ça commence à basculer et le phare perd un petit peu l'alliance qu'il avait tenté de créer à la base. La deuxième chose qui fait qu'il y a un déséquilibre qui se crée dans le groupe phare et qui va d'ailleurs mener au fait que les lesbiennes vont se séparer du groupe et créer leur propre mouvement exclusivement lesbien, c'est le fait par exemple que Guy Hockenheim, qui est un activiste gay qui était l'un des fondateurs du phare, il avait des positionnements un petit peu étranges sur la pédophilie. Donc franchement voilà, ça c'est quelque chose qui était vraiment totalement en désaccord avec les positionnements et les valeurs des lesbiennes, et du coup elles ont décidé de quitter le groupe et de créer par exemple les Gouines Rouges. Et voilà, on en conclut du coup que dans les années 70, il y a une première forme de création d'alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes, qui tente d'aller quelque part, mais les désaccords sont encore trop grands, il y a un déséquilibre, les valeurs sont pas les mêmes, et donc ça casse. On fait du coup un petit fast-forward aux années 80, donc 10 ans plus tard, et là on est vraiment dans une époque très difficile pour la communauté LGBT puisqu'on est dans la période de la crise du VIH et la crise du sida. Donc ça c'est vraiment une période qui a été dévastatrice pour la communauté LGBT, qui a vraiment tué des milliers de gens et qui a été terrible. Pour vous donner quelques statistiques vraiment bados, aux États-Unis en 1995, un homme gay sur 9 est diagnostiqué du VIH, un homme gay sur 15 n'en survit pas, et 10% des 1 600 000 hommes gays âgés entre 25 et 44 ans en étaient décédés. On voit à travers ces chiffres qu'on est vraiment dans une période terrifiante pour la communauté LGBT et notamment les hommes gays qui étaient vraiment frappés de plein fouet par le VIH. C'est du coup face à cette crise terrible pour la communauté LGBT qu'on voit une véritable alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes fleurir. En effet, on voit du coup à ce moment-là que les femmes lesbiennes, elles vont juste décider de mettre de côté leurs différends avec les hommes gays et juste, elles se disent voilà, c'est un moment qui est trop grave pour qu'on fasse rien et qu'on reste sur nos désaccords du phare et des années 70. Les lesbiennes, elles vont du coup décider de prendre plein d'initiatives pour aider leurs frères gays, prendre soin, diriger, militer contre le gouvernement qui juste à cette époque-là ne fait rien du tout. Donc voilà, là on est vraiment dans l'alliance. Comme exemple, on peut citer les San Diego Blood Sisters. En gros, pour vous expliquer, les personnes qui étaient contaminées par le VIH étaient souvent atteintes de ce qu'on appelle l'anémie. Alors l'anémie, ça signifie en fait que le corps n'a pas suffisamment de globules rouges ou d'hémoglobine pour ramener de l'oxygène aux globules rouges. Et ça signifie du coup que la personne qui est atteinte d'anémie doit subir des transfusions de sang régulières. Malheureusement, en 1983, le gouvernement américain va décider d'interdire les hommes gays de donner leur sang. En effet, certes ils aident pas pour la cause, ils prennent pas soin des personnes atteintes du VIH, ils font pas de sensibilisation, ils aident pas à la recherche, mais en fait ils vont juste considérer que le VIH c'est ce qu'ils appelaient le cancer gay. Pour eux c'est quelque chose qui se transmet que entre hommes gays, donc on n'en a rien à faire, et vu que c'est transmis par le sang, on va interdire les hommes gays de donner leur sang dans des centres. Mais la réalité c'est que la plupart des gens qui donnaient leur sang dans les centres, c'était des hommes gays. Ça fait que du coup on arrive vite à un manque de sang à donner pour faire des transfusions de sang aux personnes atteintes d'anémie.
C'est donc dans ce cadre-là que les San Diego Blood Sisters, un groupe de lesbiennes, vont se mobiliser et faire des dons de sang en masse pour aider leurs frères atteints d'anémie à cause du VIH. C'est du coup le 16 juillet 1983 que les San Diego Blood Sisters vont donner leur sang pour la première fois afin d'aider leurs frères gays. En guise de témoignage, on peut citer Barbara Vick, l'une des fondatrices du mouvement des San Diego Blood Sisters, qui, avec le recul sur la situation, nous dit « Il y avait un sentiment d'impuissance générale, et la communauté lesbienne semblait immunisée face au virus. Je ne veux pas dire qu'il y avait un sentiment de culpabilité, mais nous voyions nos frères subir ce fardeau sans raison. À cette époque, les femmes avaient peu à donner financièrement, mais le sang c'est quelque chose de tellement basique. » Voilà, donc ça c'est l'exemple des San Diego Blood Sisters, où on voit qu'elles ont vraiment donné leur sang pour pouvoir aider leurs frères, donc c'est quand même quelque chose qui est symboliquement hyper fort, mais on voit qu'elles ont aussi aidé de plein de façons différentes. Notamment par exemple en faisant du bénévolat dans les hôpitaux ou les cliniques. Elles ont repris les commandes du bateau en prenant soin, en dirigeant, en prenant des initiatives, et d'un point de vue activiste, elles se sont également battues aux côtés de leurs frères homosexuels contre le gouvernement qui à cette époque-là ne faisait rien du tout. En d'autres termes, c'est dans cette période de crise incroyablement sombre que l'alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes va vraiment fleurir et créer quelque chose de très très fort et très beau. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Maintenant, si on fait un constat un peu actuel, on voit que malheureusement, cette alliance, elle semble ne pas avoir perduré, ou en tout cas avoir perdu de son éclat. Dans une époque aussi difficile que les années 80, qui a du coup mené à cette alliance juste hyper forte et hyper importante, et qui a vraiment un poids politique hyper chargé, et ça a pas l'air d'avoir laissé ses marques aujourd'hui dans nos relations intracommunautaires. C'est comme si on avait oublié l'impact politique que ça pouvait avoir d'avoir même juste une amitié entre un homme gay et une femme lesbienne. Pourtant ça serait facile de se dire voilà, on fait partie de la même communauté, on subit les mêmes choses, on subit de l'homophobie, donc peut-être qu'on pourrait se dire que l'alliance elle coule de source, mais en fait pas du tout, et actuellement c'est quelque chose juste... Personnellement, j'ai l'impression qu'on en parle très peu. Je vois très peu d'hommes gays être amis avec des lesbiennes et vice versa. C'est comme s'il y avait une forme de séparatisme en fait qui s'était créé où chacun était dans son coin sans trop se parler, qu'on ne vit pas les mêmes choses et c'est tout. Pour vous donner un dernier exemple, dans son article Pourquoi autant de personnes LGBT se détestent, bon, c'est un peu fort mais ça pose question. Le journaliste américain Michael Musto écrit pour le journal en ligne Out « Après tout, il y a encore des hommes gays qui ne se réjouissent pas tout à fait d'être en présence de lesbiennes, et à l'inverse, il y a des lesbiennes qui se plaignent du côté sexuel et frivole des hommes gays. » Bon, c'est assez intense, c'est assez fort, mais ça représente une réalité et une forme d'animosité et d'hostilité qu'il y a actuellement entre les hommes gays et les femmes lesbiennes. Et moi maintenant, ma question c'est pourquoi ? Alors, qu'est-ce que c'est que les white cis gay men, vous allez me demander? Eh bien, je vais vous répondre tout de suite. Les white cis gay men, du coup, c'est un terme qu'on peut utiliser pour se référer à un homme qui va être blanc, cisgenre et homosexuel. Dans un terme un petit peu plus large, on peut juste parler des white gays. Comme on le comprend dans cette appellation, on va parler d'une démographique de personnes qui va subir de l'homophobie, de par son homosexualité, mais qui, pour le reste de son identité, va plutôt faire partie d'une classe privilégiée. Ça va être un homme, donc qui ne va pas subir de misogynie, une personne blanche qui ne va donc pas subir de racisme, et une personne cisgenre qui ne va donc pas subir de transphobie. On comprend du coup qu'on est face à un type de personne qui, au-delà d'une forme d'oppression, va pouvoir, par le reste de son identité correspondant à une classe privilégiée, prendre le rôle de l'oppresseur face à des groupes plus minoritaires. Alors le terme white gay, il va surtout prendre en popularité sur internet, avec des créateurs et des créatrices qui vont en parler de façon soit sérieuse, soit humoristique, mais en fait c'est un phénomène qu'on peut revoir à travers toute l'histoire, juste sans forcément employer précisément le terme white gay. On peut d'ailleurs parler du fait que dans Arcadie, André Baudry, c'était bien un gros white gay, qui voulait juste que les gens comme lui puissent gagner des droits, mais pas forcément des personnes qui seraient gays et folles, ou des personnes qui seraient et queer, et racisées, ou trans, etc. Ce qui caractérise spécifiquement le terme white gay, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on considère plutôt ce terme comme un problème, c'est que du coup on est face à un type de personne qui, du fait qu'il subit une oppression, va penser qu'il va être incapable de faire subir une oppression à quelqu'un d'autre. Je suppose que vous l'avez déjà entendu, un peu la classique « Ah ben non mais je suis gay donc je peux pas être sexiste ou misogyne ». Mais c'est justement quand tu penses que tu es incapable de faire subir des oppressions à quelqu'un d'autre que tu vas être le plus susceptible
et pas de le faire, puisque c'est quand tu penses que t'es le plus safe que tu vas même pas te re-questionner sur tes comportements, comment est-ce que tu t'adresses aux autres, et donc être capable de, sans même t'en rendre compte, perpétuer des violences. Par exemple, dans un article rédigé pour le journal étudiant de l'Université de l'Illinois, le journaliste et militant antiraciste Dennis Austin parle du comportement profondément raciste de toute une partie des hommes gays blancs, similaires à ceux de leurs homologues hétérosexuels. En prenant comme exemple les lieux et événements de rassemblement LGBT où la population est en grande majorité blanche, il explique comment est-ce que lui ou d'autres amis à lui, gays et racisés, ont pu subir de la violence raciste de la part d'hommes gays blancs. Il nous dit, à travers plusieurs conversations avec des amis gays et noirs, on m'a raconté des histoires de dates ou même de jeux de séduction refusés, pas à cause de défauts de personnalité, mais parce que on leur disait, tout comme moi on me disait à l'époque, je ne suis pas attiré par les hommes noirs. Voilà, en fait c'est juste purement du racisme. Voilà, l'argument de la préférence, c'est quelque chose qui est totalement non valable et c'est juste pour moi une façon d'employer un terme un petit peu plus neutre pour cacher une forme de racisme, quoi. Enfin, faut arrêter de se mentir à soi-même au bout d'un moment. Donc voilà, on peut avoir cette idée du racisme de la part des hommes gays dans cette idée de refuser de relationner avec des personnes racisées, mais à l'inverse, on peut également trouver une forme de racisme dans la fétichisation des personnes racisées. C'est quelque chose qu'on peut grave retrouver sur les sites de rencontres, notamment Grindr, qui est très tourné sur la sexualité, où on peut retrouver des bios complètement ahurissantes, que j'ai même pas envie de vous citer ici, mais je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Les personnes transgenres sont également cibles des violences perpétuées par les hommes white gays, qui peuvent faire preuve soit de haine, soit juste simplement d'ignorance, qui est déjà une forme de violence. C'est quelque chose, comme on peut voir, qui touche des groupes plus minoritaires qu'un homme gay cis blanc, quoi. À travers ce constat, on se rend compte que les hommes cis blancs et gays sont à cette intersection un peu étrange entre oppression et privilège, qui va du coup amener des dynamiques particulières, quoi. Et quand on y réfléchit, ça peut également nous faire comprendre dans quelle mesure est-ce qu'il y a un éloignement entre les hommes gays et les femmes lesbiennes, puisque intrinsèquement la misogynie ça mène à la lesbophobie. Si on se base sur les propos de la philosophe australienne Kate Manne, qui est surtout spécialisée dans les questions de féminisme et de sociologie, la misogynie peut être définie comme un système qui opère à l'intérieur d'un ordre social patriarcal, un contrôle et un renforcement de la subordination des femmes afin d'accroître la domination masculine. Et en effet, les hommes gays ne sont pas exemptés de faire subir de la misogynie à leurs amis femmes, et notamment lesbiennes. Dans l'article « Féminité acceptable, misogynie des hommes gays et le contrôle des féminités queer », Sadie E. Hall et Thomas Ojeda, étudiants en école de sciences politiques et économiques à Londres, questionnent l'origine de la misogynie chez les hommes gays. Je vais leur citer rapidement, c'est peut-être un texte qui va être un petit peu compliqué, mais de toute façon après je vais essayer de vous le résumer correctement. Si on se base sur leur travail, qui se base déjà lui-même sur de nombreux philosophes et sociologues, les hommes efféminés sont une source considérable d'anxiété pour la société et sont punis pour descendre dans l'échelle du genre et renoncer à leurs privilèges masculins. Ainsi, l'attitude anti-femme omniprésente chez les hommes gays à travers les décennies et les médiums, de la 4e de couverture de journaux aux applications de rencontres contemporaines telles que Grindr, reflète non seulement l'hostilité envers la féminité, mais émerge aussi des qualités ambitieuses attribuées aux hommes gays agissant comme hétérosexuels et représentant une forme de masculinité hégémonique. Physique athlétique, haut revenu, avec de l'assurance, blanc, souvent dédaigneux envers les femmes. Donc c'est assez dense comme texte, mais en réalité c'est pas si compliqué que ça. En gros, ce que nous explique Monsieur Ojeda et Monsieur Hall, c'est d'abord que les hommes efféminés vont être considérés comme un peu des flops de la masculinité, un peu des nullos, qui n'ont pas réussi en gros à rentrer dans les codes de la masculinité qu'on attend de la part d'un homme, peu importe son orientation sexuelle. Ça fait que du coup la société va considérer que les hommes homosexuels efféminés vont descendre dans le grade social et un peu genre bouh les nullos, quoi. Si on part de ce principe-là, qu'en comparaison, un homme homosexuel, même s'il est homosexuel, s'il est masculin, il aura déjà peut-être plus de privilèges et il sera peut-être déjà plus respecté, il subira moins d'homophobie. Si on part de ce principe-là, on voit du coup que les hommes gays vont intérioriser le fait que pour gagner en grade social, en grade financier et atteindre des droits et des privilèges plus supérieurs que les autres,
il faut être masculin. Et ça veut dire, en comparaison, pas féminin. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer à travers plein de médiums et plein de comportements différents chez les hommes gays. Notamment sur Grindr, où justement il va y avoir cette forme de répression, où avec des gens dans leur bio, ils vont mettre pas de femme, pas de folle, un peu comme André Baudry. Vraiment le blueprint des white gays, ce mec. Il y a du coup, en fait, à travers le fait que les hommes gays vont comprendre que ils vont gagner des droits s'ils sont masculins, et bah ils vont eux-mêmes faire preuve d'une répression de la féminité. Et du coup, ils vont tenter de représenter une forme de masculinité hégémonique, et donc avoir un physique athlétique, être blanc, gagner plein de sous, quoi d'autre, et bah être misogyne. À ne pas oublier. Voilà, donc ça c'est la théorie de Ojeda et al. Et du coup, nous, on peut en constater directement que ça a un impact sur les personnes queer et femmes, comme par exemple les femmes transgenres et ou les femmes lesbiennes, qui sont justement un peu à cette intersection entre le binaire féminin-masculin et donc qui pourrait peut-être représenter une forme d'insulte à ces hommes gays qui tentent d'être masques. Et du coup, si on continue de se baser sur la théorie de Hall et Ojeda, on comprend que la lesbophobie dont font preuve les hommes gays découle de leur forme de misogynie qui s'impose en quelque sorte à eux-mêmes et du coup inévitablement envers les femmes lesbiennes. Un dernier point que j'aimerais bien vous partager dans cette première partie, qui pour moi découle vraiment de cette position sociale dont bénéficient les hommes gays en étant à cette intersection entre oppression et privilège, c'est cette forme d'ingratitude dont on peut faire preuve envers les personnes qui nous ont aidés à acquérir des droits dans notre communauté LGBT. Comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les hommes gays sont très largement capables de perpétuer des violences envers des groupes minoritaires qui font partie de leur propre communauté. Vous pouvez discuter avec n'importe quelle personne, que ce soit des femmes lesbiennes, des personnes transgenres, des personnes queer et racisées, tout le monde a déjà subi une forme de violence de la part d'un homme gay cis blanc. De base, c'est déjà un constat bien bados à faire à propos de la communauté LGBT. Mais ce qui est encore plus déconcertant en faisant ce constat, c'est quand même que si on a des droits aujourd'hui en tant qu'homme gay, et je parle des hommes gays en général, mais évidemment, du coup, je parle aussi de moi, et ben c'est encore plus déconcertant de voir qu'on en est arrivé là, alors que les droits, et ben c'est des personnes envers qui on peut perpétuer des violences qui nous ont aidés à les atteindre et à les acquérir. En 1969, à New York City, pendant les émeutes de Stonewall, ça c'est quelque chose qui a quand même aidé et qui a créé les premières formes de marche des fiertés, et du coup qui a amené une forme de représentation considérable et une forme de visibilisation hyper intense. Ce sont les femmes trans noires. C'est Marsha P. Johnson qui a acheté la première brique ce soir-là. La mobilisation intensive dont ont fait preuve les femmes lesbiennes pendant la période du sida pour aider leurs frères gays, c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'on oublie beaucoup trop en fait. Et c'est quelque chose qui, moi, à chaque fois, je suis genre, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez de comment est-ce que les lesbiennes, elles ont aidé les hommes gays qui étaient atteints du sida à cette époque-là, alors que personne d'autre les aidait. C'est quelque chose qui est vraiment très très peu discuté aujourd'hui. Même culturellement, ce qu'on entend aujourd'hui par culture queer, c'est des choses qui ont été inventées par des femmes transgenres noires, comme par exemple le voguing, le ballroom, ou des jargons comme work, diva, tea, reading, shade, etc. C'est des choses qui ont été inventées par les femmes transgenres noires. Alors comment, en tant que lesbienne aujourd'hui, on ne peut pas ressentir une forme d'hostilité envers les hommes gays alors qu'ils oublient totalement qui leur a donné les droits qu'ils ont aujourd'hui, alors qu'eux-mêmes font subir des oppressions à ces personnes-là. Un article que j'ai trouvé hyper intéressant qui parlait de ça, c'est Lesbiennes et gays, une alliance à sens unique, qui a été écrit pour la revue en ligne Bowie par Chloé Bruer-Dawson, détentrice du prix spécial du jury à Sciences Po Lyon pour son mémoire La presse écrite lesbienne française des années 1970 à nos jours. Ça, c'est un mémoire qui a l'air hyper intéressant, je crois qu'il est accessible sur internet. Si c'est bien le cas, je vous le mets en description, mais vraiment banger. Elle écrit « Aujourd'hui, il reste de la place pour une amélioration. La misogynie à l'intérieur de la communauté gay est encore répandue et nous faisons face à un manque de connaissances important sur les rôles des lesbiennes et d'autres minorités, comme les personnes transgenres, dans le combat pour les droits LGBTQI. Il y a toujours une tendance chez les hommes gays cisgenres de rapidement oublier comment ils en sont arrivés là et ne pas aider autant qu'ils l'ont été. Malgré tout, le désir d'apprendre et de s'unir reste indéniable. » Un petit peu d'espoir quand même, ça fait plaisir. Alors parlons de l'intersectionnalité. Alors qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité? C'est un terme qui va d'abord apparaître en 1989, qui va être défini par la juriste américaine Kimberly Williams Crenshaw. Elle le définit de la façon suivante.
L'intersectionnalité est une métaphore afin de comprendre la façon dont de multiples formes d'inégalités ou désavantages se composent parfois et créent des obstacles qui ne sont souvent pas compris grâce à des manières de penser conventionnelles. En gros, ce que Kimberlé Crenshaw nous explique ici, c'est dans quelle mesure est-ce que le vécu d'une femme blanche va être différent d'une femme noire vis-à-vis de la misogynie, puisqu'une femme blanche va seulement subir de la misogynie et bénéficier des privilèges d'être blanc dans une société raciste, alors qu'une femme noire va subir à la fois de la misogynie et du racisme, ainsi être face à une forme d'oppression différente de celle d'une femme blanche. À l'origine, Kimberlé Williams Crenshaw, elle est vraiment inspirée par les théories féministes noires, et c'est du coup pour ça que le premier exemple qu'elle emploie pour parler d'intersectionnalité, c'est celui du vécu des femmes noires. Elle va notamment donner son soutien au mouvement Say Her Name, ou en français Dis son nom, qui est un mouvement américain qui tente de visibiliser les violences policières que subissent les femmes noires. En fait, ce qui est d'autant plus intéressant avec le concept de l'intersectionnalité, c'est que même si Kimberlé Williams Crenshaw, elle l'utilise pour parler du vécu des femmes noires, et donc d'être à l'intersection entre misogynie et racisme, c'est un terme qu'on peut réemployer pour parler de plein d'autres identités qui subissent à la fois plusieurs discriminations et donc ont des dynamiques spécifiques qui se différencient juste d'autres identités qui peuvent subir des discriminations eux ou elles-mêmes. Par exemple, du coup, si on revient à notre sujet de base, les lesbiennes, d'un point de vue intersectionnel, elles subissent de la discrimination de par la misogynie et de par l'homophobie, et donc c'est une forme de discrimination qui est spécifique à l'identité d'une femme lesbienne. Dans l'article Rendre visibles les lesbiennes, paru en 2012, Stéphanie Arc, autrice du livre Les lesbiennes, et le philosophe Philippe Veloso nous parlent plus distinctement de cette dynamique, notamment dans le chapitre Lesbophobie et double discrimination. Je cite: on peut caractériser la situation sociale des lesbiennes de la façon suivante. Bien qu'elles échappent à l'appropriation privée par un homme, elles sont exposées aux mêmes inégalités sociales que les autres femmes dans les autres sphères de leur existence que la sphère amoureuse. Elles se trouvent aussi confrontées, en tant que femmes homosexuelles, à une double marginalisation, à une double discrimination. Cela explique sans aucun doute que bon nombre d'auteuristes et militants aient adopté l'équation lesbophobie égale homophobie plus sexisme. En effet, l'équation lesbophobie égale homophobie plus sexisme, ça semble être une réflexion pertinente qui justifierait pourquoi on parle de lesbophobie et pas d'homophobie, puisque l'homophobie serait plus rattachée aux oppressions subies par les hommes gays, qui est différent de l'homophobie que subissent les femmes lesbiennes. Maintenant, ce que l'article nous explique, ça c'est une petite aparté, ça n'a pas forcément de lien avec la question principale qui est l'alliance entre les gays et les lesbiennes, mais c'est quand même quelque chose que je trouve intéressant de relever. Le reste de l'article, il nous parle de la façon dans laquelle faire cette équation lesbophobie égale homophobie plus sexisme est pas si juste qu'on pourrait le penser. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, parce que dire que lesbophobie égale homophobie plus sexisme ne rend pas forcément justice aux spécificités de la lesbophobie. De plus, ça signifierait que la lesbophobie est seulement quelque chose qui découle de l'homophobie, alors qu'au final, si on emploie le terme de lesbophobie pour parler du vécu des femmes lesbiennes, c'est bien parce que c'est quelque chose qui est totalement distinct du vécu des hommes gays et de l'homophobie qu'ils subissent. Enfin, cette équation, homophobie plus sexisme égale lesbophobie, signifierait que la lesbophobie, c'est deux formes d'oppression distinctes, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment le cas, puisque certes, une femme lesbienne pourrait subir du sexisme sans forcément subir d'homophobie, mais par contre, il est vraiment discutable d'imaginer qu'elle pourrait subir de l'homophobie sans que ce soit lié à une forme de sexisme. Donc en fait, c'est juste que cette équation, elle est un peu fausse, elle est un peu à côté de la plaque. Bref, voilà, c'est quelque chose que je trouvais hyper intéressant dans l'article et que je voulais vous partager. Voilà, maintenant, ce qu'il y a à retenir pour le contexte de la vidéo, c'est que si on emploie le terme de lesbophobie pour parler des femmes lesbiennes, c'est bien parce que leur vécu est totalement différent de celui des hommes gays, qu'on va du coup considérer comme des personnes qui subissent de l'homophobie. L'une des raisons pour laquelle c'est hyper important de parler de lesbophobie pour parler des vécus lesbiens et pas d'homophobie, c'est bien parce qu'il y a bien un truc qui différencie ces deux formes de discrimination, c'est que comparé au vécu des hommes gays, qu'on peut énormément voir représentés dans les médias, les lesbiennes subissent une forme d'invisibilisation qui est vraiment hyper intense et qui est entièrement liée à une forme de lesbophobie. Comme on peut le lire dans l'article Lesbophobie et invisibilisation des lesbiennes sur le site Sud Éducation, les lesbiennes sont trop souvent évincées des conversations des luttes féministes. Par exemple, on peut y trouver le témoignage de Monique Wittig, féministe et théoricienne lesbienne qui a écrit le livre La pensée straight, qui est vraiment un livre méga intéressant si vous voulez vous lancer dans quelque chose
à la fois de danse mais qui a quand même des informations qui sont hyper concrètes, notamment sur le féminisme matérialiste. Lisez La Pensée Straight, c'est super. Et elle nous explique dans un témoignage qu'elle a vraiment eu des moments hyper difficiles quand elle était au sein du groupe du MLF, le mouvement de libération des femmes, où elle dit avoir été littéralement silencée. Non, je crois qu'on dit pas ça en français. Ouais. Où elle a littéralement été forcée au silence par des féministes du groupe. Un autre exemple, ça serait celui de la Lavender Menace. La Lavender Menace, c'est une organisation de féministes lesbiennes radicales aux États-Unis qui a été créée par un rassemblement de lesbiennes faisant à l'origine partie du groupe Gay Liberation Front. Il n'y a pas à avoir un accent anglais comme ça, je me prends pour qui? Du groupe Gay Liberation Front et de l'Organisation nationale pour les femmes, appelée NOW. On retrouve dans cette organisation des lesbiennes comme Carla Jay, Rita Mae Brown ou encore Barbara Love. Mais l'origine du terme Lavender Menace découle justement d'une forme d'invisibilisation des lesbiennes perpétuée par Betty Friedan, présidente du NOW, qui considérait le lesbianisme comme une menace pour le mouvement. C'est du coup elle qui a employé pour la première fois le terme Lavender Menace pour parler des lesbiennes, qui du coup a ensuite été réapproprié par celle-ci et créer leur propre groupe militant. De la même manière dont on peut voir la manière dont les vécus lesbiens ont été invisibilisés au sein de groupes de droits pour les femmes, on peut remarquer la même chose au sein de groupes pour les gains des droits LGBTQ+. Dans une enquête de 2009, l'Autre Cercle, acteur français pour l'inclusion des personnes LGBTQ+, dans les milieux du travail, affirme que 2 lesbiennes sur 3 disent être invisibles au travail, contre 1 gay sur 2 dans une enquête précédente. Un autre point important qui montre que l'invisibilisation des lesbiennes, ça touche vraiment genre de façon très inquiétante plein de parties différentes de notre société, c'est qu'on peut également le voir dans notre culture et dans les médias qu'on peut tous consommer au quotidien. Par exemple dans les séries, les films où on voit hyper souvent soit pas de représentation des lesbiennes, soit des représentations des lesbiennes erronées. Dans l'article Les lesbiennes à la télé, le bon, le mal et le controversé sur la revue web All Too Creative, l'auteur Becky nous parle de l'inquiétante trope du bury your gays, ou alors en français enterre ton gay. Il s'agit du coup de cette trope selon laquelle les personnages queer dans les films ou les séries finissent toujours par décéder, ce qui du coup continue de nourrir cette idée et ce stéréotype que les relations queer en général se finissent toujours mal, et ainsi que les couples LGBT ne sont jamais capables de vivre une vie heureuse. Spoiler alerte, on peut voir par exemple cette trope être réalisée dans la série The 100 ou encore Buffy contre les vampires. Dans le même article, Becky nous parle de l'inquiétante répétition de l'arrêt des séries qui ont le lesbianisme comme sujet principal. En effet, on a énormément d'exemples de séries dont le plot principal était autour de lesbiennes qui n'ont juste pas été continuées par la suite et qui n'a pas été renouvelé pour une 2e saison. On peut par exemple penser à la série First Kill, I Am Not Okay With This ou encore A League of Their Own. On voit du coup à travers toutes ces preuves que l'invisibilisation des lesbiennes, que ce soit dans des sphères féministes et ou queer, que ce soit dans la sphère du travail, de la famille ou dans les médias, c'est quelque chose de réel et que c'est intrinsèquement lié à la lesbophobie. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les hommes gays n'ont pas à faire face à une forme de violence par l'invisibilisation de leur vécu comme les femmes lesbiennes. En effet, on peut même considérer que ce sont les premiers bénéficiaires d'un gain de droit pour la communauté LGBTQ+. On voit encore trop souvent aujourd'hui comment est-ce que la lutte contre les LGBT-phobies en général sont seulement réduits au vécu des hommes gays cis blancs, sans prendre en compte justement dans un cadre intersectionnel comment est-ce que les vécus des personnes queer et racisées sont différents, ou par exemple les personnes qui à la fois subissent une oppression pour leur orientation sexuelle et aussi pour leur genre. Ce qui se passe avec ce phénomène, c'est que malgré nous, on fait face à une forme de hiérarchisation des vécus dans la communauté LGBT même. Comparé au vécu des lesbiennes invisibilisées, en 2025, les vécus des hommes gays sont beaucoup plus régulièrement représentés dans la culture, que ce soit dans des films comme Brokeback Mountain, Call Me By Your Name, Love Simon, etc. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut remarquer dans l'espace public. Par exemple, dans des prides, dans les bars, dans des lieux militants queer, on retrouve en majorité une population d'hommes gays cis blancs. On comprend du coup à travers toute cette partie à quel point est-ce que le vécu des hommes gays et des femmes lesbiennes est totalement différent. Et du coup, forcément, cette différence fait peut-être que c'est difficile de se retrouver sur certains points et de faire communauté.
Alors ici, il peut être intéressant de mentionner à nouveau le groupe Arcadie et comment est-ce que pour eux, gagner des droits pour la communauté LGBT, c'était prôner ce concept de l'homosexualité respectable. Et en fait, plus que de faire gagner des droits, le but du groupe, c'était de s'intégrer dans la société et dans le groupe majoritaire. On appelle ça, comme je disais tout à l'heure, la politique de l'assimilation. Et en fait, si on y réfléchit un petit peu, pour les hommes gays, c'est un peu ce qui se passe réellement aujourd'hui. Dans son article « Comment les hommes gays cautionnent la masculinité toxique sans le savoir », l'activiste Hugo Mega nous en explique plus sur la hiérarchisation des identités dans notre système patriarcal. Je cite : « Au sommet, il y a l'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel et riche, privilégié par rapport aux personnes d'autres ethnies, couleurs et sexes, quelle que soit leur richesse. Cet homme sera également privilégié par rapport aux hommes cisgenres hétérosexuels riches, moins masculins ou moins virils. Cet homme moins viril est toujours privilégié par rapport à un homosexuel qui, quelle que soit sa sexualité, reste privilégié par rapport aux femmes cisgenres, transgenres ou aux personnes non-binaires. Ensuite, ce cycle recommence au sein de l'écosystème gay. L'homosexuel viril, blanc et riche, même s'il est inférieur à son équivalent hétéro, se trouve désormais au sommet de la chaîne, clairement supérieur à l'homosexuel plus féminin, indépendamment de son ethnie, de sa couleur et de sa richesse. C'est du coup grâce à cette forme de hiérarchisation qu'aujourd'hui on peut voir dans des positions de haut grade des hommes gays, comme par exemple dans le monde de la mode, avec Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, ou encore dans des sphères politiques où là on voit clairement des hommes gays cis blancs se servir de leurs privilèges pour gagner en grade économique et social. D'ailleurs, quitte à être complice à la montée du fascisme dans notre société actuelle. Gabriel Attal nous disant haut et fort : pour ce qui est de l'homosexualité, j'ai toujours considéré qu'on pouvait l'assumer sans la revendiquer. Ma puce. Ce qu'on comprend ici, c'est que les hommes gays cis blancs bénéficient d'une société patriarcale qui privilégie certains individus en fonction de différents caractères. Ainsi, malgré l'homophobie, un homme gay cis blanc va probablement avoir accès à plus d'opportunités qu'une personne queer racisée et ou femme presenting, comme beaucoup de lesbiennes. Et du coup, ça crée encore une fois ce fossé qui se crée entre les hommes gays et les femmes lesbiennes. Nous voici enfin arrivés à la conclusion de cette vidéo. Alors qu'est-ce que nous avons appris ici? Alors déjà pendant notre introduction, pendant qu'on a fait une petite rétrospective historique, on peut en constater que l'alliance entre les hommes gays et les femmes lesbiennes n'a jamais vraiment été instaurée. Comme nous l'explique Chloé Bruyer-Donson dans son article pour Bowie Gay et lesbiennes, une alliance à sens unique, si les lesbiennes sont souvent dépeintes comme pleines de ressentiment ou méfiantes envers les hommes gays, c'est parce qu'historiquement elles ont été maltraitées et trahies par ces derniers. En effet, on voit à travers l'histoire de nombreux exemples d'injustice envers les lesbiennes perpétuées par les hommes gays, comme Françoise de Bonne qui se fait exclure du groupe Arcadie par André Baudry parce qu'ils ont seulement des avis convergents sur comment est-ce que la communauté peut gagner des droits, ou encore à travers la création du mouvement des Gouines Rouges, créé par des femmes lesbiennes justement après avoir quitté le groupe phare parce que les hommes gays ne prêtaient pas assez d'importance face au vécu des femmes lesbiennes. Même à travers la crise du sida, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une alliance entre les gays et les lesbiennes alors que celles-ci ont dû mettre leurs différends de côté avec les hommes gays pour les aider dans un temps de crise extrêmement grave, et que aujourd'hui la reconnaissance que les hommes gays devraient avoir envers les lesbiennes qui les ont aidés à cette époque n'est juste pas présente, et que la place qu'elles ont eue contre le sida à cette époque-là est totalement invisibilisée de la discussion. En réalité, l'alliance gay-lesbienne semble plutôt n'être qu'une forme d'utopie politique. Elle a l'air de faire sens, mais en réalité, elle ne semble pas vraiment compatible. On comprend à travers ce développement qu'une alliance entre gays et lesbiennes semble être quelque chose de rare, même d'un point de vue amical, car les opinions politiques juste diffèrent beaucoup trop, que les hommes gays sont capables de bénéficier de privilèges malgré leur oppression, et cela jouant au détriment des lesbiennes. Que malgré une orientation sexuelle qui semble similaire, le vécu des gays et lesbiennes est juste totalement différent, et que notre société hétéropatriarcale et capitaliste semble être un véritable frein et un obstacle pour ces deux communautés de s'unir et de combattre ensemble contre les LGBT-phobies. La réalité, c'est que quand j'ai commencé à tourner cette vidéo, j'avais encore dans ma tête la vision de l'alliance gay et lesbienne, ou même juste de l'amitié gay et lesbienne comme une forme de subversivité politique. Alors maintenant qu'on en arrive à ce constat, certes un peu déprimant, j'aimerais bien expliquer pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui important de créer réellement une alliance entre hommes gays et femmes lesbiennes. Avec la montée du fascisme à laquelle on fait face aujourd'hui, il est juste important de créer des amitiés et de faire communauté entre des groupes qui à la fois diffèrent et à la fois se rejoignent sur plusieurs points. Également parce que au-delà de l'alliance entre les gays et les lesbiennes, il est important aujourd'hui de réfléchir à des formes d'action collective et de réfléchir ensemble
ensemble à des formes de mobilisation. Enfin, car dans notre communauté où les identités sont multiples et nos vécus différents, mes amis gays, nous devrions être capables de s'inspirer de la manière dont nos sœurs lesbiennes nous ont aidés dans les années 80 et de comment nos partenaires trans et racisés se sont battus pour nos droits dans les années 70 et se mobiliser pour rendre l'appareil et prendre soin de minorités au sein même de la communauté LGBT. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est ma première vidéo, alors j'ai très hâte de monter tout ça, voir un peu comment ça va rendre. Je pense que j'ai encore pas mal de choses à apprendre pour comment être fluide en caméra, etc. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Voilà, et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!